entend souvent parler des troubles 10, il en existe de différentes sortes, on entend parler de dyslexie, de dysgraphie, de dyscalculie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, enfin il y a plein de termes, on pourrait s'y perdre. Et effectivement, les 10 sont différents et tous les troubles scolaires ne sont pas des 10, enfin toutes les difficultés scolaires ne sont pas des 10. Le but c'est de faire un petit peu le tri dans tout ça et puis de savoir en fonction des difficultés de notre enfant vers qui se tourner et à quelle porte il faut frapper. Première chose, la personne qui va coordonner tout ça, ça va être le pédiatre, parce que le pédiatre a un rôle de prescripteur, qui connaît notre enfant, que c'est un spécialiste des enfants, et ça permettra également de vérifier la vue et l'audition, parce que la vue et l'audition sont les deux premières choses à faire vérifier quand un enfant a des difficultés scolaires ou des difficultés d'apprentissage. Donc on va faire un petit peu le tour de tous les signes qu'on peut rencontrer. Donc pour que ce soit pertinent, il faut qu'on retrouve non pas un seul signe dans tout ce que je vais vous dire, mais plusieurs signes qui viennent se compléter où vous allez reconnaître peut-être votre enfant sur plusieurs paramètres. S'il y a plusieurs paramètres qui commencent à se recouper et vous dites oui ça ressemble bien à mon enfant, peut-être qu'on est dans ce cas-là. Donc pour les enfants de 0 à 7 ans, les signes de vigilance, ça va être des enfants qui ont fait beaucoup d'otites quand ils ont été petits, ou beaucoup de problèmes ORL, des enfants qui ont fait beaucoup de rhinopharyngite, beaucoup d'angines, qui étaient souvent malades, alors dès la crèche des fois, ou qui faisaient répéter parce qu'ils avaient souvent mal aux oreilles. Ça c'est un signe de fragilité qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de langage par la suite. Des enfants qui ont parlé tard, qui ne faisaient pas de phrases à l'entrée en maternelle, ou qui étaient difficiles à comprendre en dehors de la famille, qui déformaient les mots, qui zozotaient, ou qui disaient pas certains sons. Si vous vous souvenez que votre enfant, le son r, il a eu beaucoup de mal à le dire, il est arrivé très tard, ou certains enfants ça va être le ch ou le l, enfin ça dépend des enfants. Ou alors un enfant qui comprenait pas bien les consignes, à qui il avait besoin de répéter régulièrement, qui vous demandait de répéter, ou des fois vous aviez besoin de dire qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te souviens, je t'ai demandé d'aller chercher ta balle dans le salon. Quand voilà, vous voyez qu'il y avait un point d'interrogation dans les yeux de l'enfant par exemple. Ou alors certains enfants qui comprennent bien mais qui ont des difficultés pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils comprenaient tout ce que vous lui disiez, mais quand il devait vous raconter ce qu'il avait fait juste avant, ou quand il devait raconter à sa sœur ce qui s'était passé, c'était décousu, ou alors il lui manquait des mots, ou alors les phrases étaient mal tournées, toutes ces choses-là. Ou alors certaines fois ça peut aussi être des enfants qui font des phrases très courtes, qui parlent à minima, c'est-à-dire qu'ils donnent un mot, qui peuvent paraître timides ou hypospontanés, c'est-à-dire il y a besoin de leur tirer les vers du nez, quoi. Ils parlent pas facilement. Donc tout ça pour les enfants de 0 à 7 ans, ça peut être des signes de difficulté de langage oral, et donc ça peut vous mettre sur la voie de ça. On va voir pour les suivants, donc 6-8 ans. Ça va être les enfants entre 6 et 8 ans, donc c'est entre le CP et le CE2, qui ont eu du mal à apprendre à lire, qui butaient, qui ont confondu des sons. Alors les sons, les P, B, B, D, ces sons-là, c'est normal de les confondre en début d'apprentissage de la lecture. Par contre, si ça s'éternise 1 an et demi, 2 ans, ça peut être un signe d'appel. Des enfants qui ont tendance aussi à confondre des sons qui se ressemblent, les ch, les j, les f, les v, ce genre de choses. Et puis des enfants qui, lorsqu'ils écrivent, essayent d'écrire à l'oreille, mais vont avoir tendance à oublier certains sons ou à en remplacer par d'autres. Et puis au-delà de 8 ans, c'est des enfants qui, par exemple, n'aiment pas le français en général, n'aiment pas lire ou écrire, ou alors qui lisent, mais la lecture est encore peu assurée, ils sont encore dans une phase un petit peu de déchiffrage. Ou alors ils ont une lecture correcte mais ils n'accèdent pas au sens, donc ils ont réussi à apprendre à lire mais en fait ça leur demande encore tellement d'énergie que une fois qu'ils ont fini de lire, quand on leur demande ça racontait quoi ce que tu as lu, ils sont pas capables de le dire. Donc ça peut aussi être des enfants où les enseignants disent il comprend pas les consignes, ou il arrive pas en maths, les problèmes ça marche pas. Alors les problèmes en maths, il y a souvent plus de lecture que dans les autres consignes de maths. Et puis c'est des enfants qui gardent une orthographe difficile, donc les enfants où lorsqu'on fait les devoirs, les mots ça veut pas rentrer, ou alors ils laissaient à la maison mais le lendemain à l'école ils laissaient plus. Tout ça
c'est des signes d'appel qui font penser qu'il y a peut-être un trouble spécifique du langage oral ou un trouble spécifique du langage écrit. Donc dans la famille des dys, c'est ce qu'on appelle dysphasie pour le langage oral, dyslexie pour la lecture, dysorthographie pour l'orthographe. Donc pour tous ces signes d'appel-là, le professionnel qu'il faut aller voir, c'est l'orthophoniste. Si vous avez des doutes, vous pouvez d'abord vous rendre sur un site internet qui a été créé par le syndicat représentatif des orthophonistes en France. Ça s'appelle Allo Ortho, donc je vous mettrai le lien en dessous, vous pourrez voir, c'est www.allo-ortho.com. Ensuite, vous allez voir donc votre médecin généraliste ou mieux votre pédiatre, vous lui parlez des difficultés que vous avez constatées, il vous fera une prescription médicale pour réaliser un bilan orthophonique. Et là, à vous de trouver une orthophoniste. Alors, autre type de difficulté que l'enfant peut avoir dans ses apprentissages et dans son évolution, ça va être plus des difficultés. Alors par exemple, un enfant qui est maladroit, qui trébuche, qui se cogne facilement, ou qui peut faire tomber les choses, un enfant qu'on appelle un peu un Pierre Richard, quoi. Ou alors un enfant, quand on apprend à lancer le ballon, à le rattraper, qui a du mal dans ses mouvements, ou qui le rattrape comme ça, qui le rattrape pas, qui se le prend dans la tête. Un enfant qui va avoir du mal à s'habiller, à boutonner les boutons, à se servir de la fermeture éclair, à bien mettre les manches, à retourner son habit dans le bon sens quand l'habit est à l'envers. On peut voir ça aussi au moment des repas. Les enfants qui, dans la petite enfance, ont eu du mal à se servir de la fourchette, du couteau, à coordonner les deux mains pour couper, à servir à boire, enfin toutes ces maladresses-là, enfin tout ce qui demande un petit peu d'habileté, d'adresse, c'est des choses qui sont difficiles à se mettre en place. C'est des enfants qui peuvent réussir à faire ces choses-là, mais qui ont tendance à s'en mettre partout, à se barbouiller à la fin du repas. Il y en a aussi bien sur le nez, sur les joues, sur le t-shirt. Voilà, ça c'est pour les activités quotidiennes. Après, c'est des enfants au niveau des jeux qui n'aiment pas forcément tout ce qui est coloriage, les points à relier, qui n'aiment pas trop faire des puzzles, tous les jeux de construction type Lego, Capla, les barres magnétiques qu'on peut assembler ensemble, etc. C'est pas leur truc, ils s'en désintéressent. Pour les activités ludiques. Et puis à l'école, on retrouve souvent des remarques par rapport à l'écriture qui est difficile, le graphisme qui est pas joli, les lettres qui respectent pas les lignes, ou alors un enfant qui appuie fort, qui se plaint d'avoir mal à la main, mal au poignet, des difficultés aussi à se servir éventuellement d'un compas, d'une règle, d'une équerre, d'une gomme, donc certains enfants qui gomment sans tenir la feuille, puis ça froisse et puis s'en met partout. Par la suite, c'est aussi des enfants qui peuvent avoir des difficultés en géométrie quand il faut reproduire une figure sur un quadrillage ou quand il faut faire une symétrie par exemple, ce genre de choses. Et bien souvent donc ce sont des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas écrire, qu'ils n'aiment pas la géométrie, qu'il y a certains sports qu'ils n'aiment pas. L'art plastique, c'est pas toujours leur tasse de thé non plus, donc c'est souvent ces matières-là qui reviennent parmi les choses qu'ils n'aiment pas. Donc quand on a ce type de profil, c'est peut-être un trouble d'acquisition des coordinations qu'on appelle aussi dans la famille des dyspraxies. Alors dyspraxie, c'est un peu une boîte fourre-tout où il y a plein de dyspraxies différentes, donc c'est pour ça qu'il y a un peu ce terme trouble d'acquisition des coordinations qui est plus générique. Quand on a ce type de profil, on en parle toujours au pédiatre, on en revient toujours à la case pédiatre, mais le professionnel qu'il va falloir consulter, ça va être un psychomotricien ou un ergothérapeute. Donc comme pour l'orthophoniste, c'est des bilans qui se font sur prescription médicale. Alors, d'autres difficultés que les enfants peuvent rencontrer au niveau de leurs apprentissages, ça peut être les enfants qui typiquement n'aiment pas les maths. Donc des enfants qui ont eu du mal à apprendre à compter. Alors ça a été d'abord par exemple la comptine numérique, le 1, 2, 3, 4 qu'ils ont eu du mal à acquérir. Ou alors ce qu'on appelle le dénombrement. Donc le dénombrement, c'est compter un nombre d'objets. C'est deux choses différentes parce qu'on peut réciter la consigne comme une poésie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite dénombrer, c'est faire correspondre un chiffre à chaque fois à un objet. Donc on fait la distinction entre les deux.
Ça peut être des enfants qui ont du mal à faire des liens, c'est-à-dire que pour eux les choses sont les unes à côté des autres, mais ils ne voient pas les liens logiques qu'il peut y avoir entre. Donc c'est des enfants qui des fois ont du mal à trier, à extraire une caractéristique commune. Si on met des objets, qu'on lui dit mets ensemble ce qui va bien ensemble, ce sera pas évident, ou alors il va juste mettre par couleur, ou voilà, ça manque de fluidité à ce niveau-là. Donc c'est des enfants qui ont du mal à classer, à organiser le monde qui les entoure, et ils ont des difficultés souvent de logique, alors de logique de déduction. Donc les jeux par exemple comme les jeux de qui est-ce, si on lui dit, il pose la question, est-ce que ce monsieur a des lunettes? Non. Et là l'enfant dit, alors je baisse ceux qui ont des lunettes? Ou alors ce monsieur a des lunettes? Oui. Alors je baisse ceux qui ont des lunettes? Voilà, il y a un problème logique de ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'en déduis, quoi. Donc ça, on le retrouve même au niveau langagier, pas purement mathématique des nombres, mais au niveau de la logique aussi du langage, ça peut être affecté. Difficulté donc à se repérer dans les nombres, surtout avec notre système français, avec les 70, 80, 90, ou voilà, si on était en Suisse avec les 70, 80, 90, ce serait plus simple, mais bon, on est en France, donc 80, la logique pour l'enfant, elle n'est pas simple. 90, et puis comment on écrit ça? On entend 4, on entend 20, et on écrit un 8 et un 0. Tout ça, ça peut être très compliqué pour certains enfants. Difficulté donc à se repérer dans les nombres, à comprendre la base 10. Donc la base 10, c'est le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. La position du chiffre qui fait que le 1 qui est avec deux chiffres derrière n'a pas la même valeur que le 1 tout seul. Tout ça, c'est des choses qui peuvent poser problème aux enfants qui ne se repèrent pas, c'est du chinois quoi, pour eux. Difficulté des fois aussi à comprendre le sens des opérations et à les utiliser. Savoir qu'une addition, c'est quand on ajoute des choses, qu'une soustraction, c'est quand on enlève ou qu'on cherche le complément. Comprendre quand est-ce qu'on utilise une multiplication, une division. Et puis réaliser aussi la technique de réalisation des opérations. Des enfants qui ont donc du mal aussi, on l'a déjà un petit peu dit, à lire et à écrire les nombres difficiles. Donc écrire 90, ils peuvent écrire 4, 2, 0, 1, 0, 4, 20, 10. Ils écrivent ce qu'ils entendent et il n'y a pas de compréhension du nombre de façon abstraite. Et donc c'est un enfant qui, en toute logique, n'aime pas les maths, n'aime pas les problèmes, ou en tout cas sans difficulté dans ces domaines-là. Peut avoir du mal aussi avec la compréhension écrite de lecture, quand il faut faire des déductions, quand il y a des implicites. Donc quand on a ce type de profil, c'est peut-être alors une dyscalculie, c'est le terme des 10. On a aussi le terme de trouble de la cognition logique, de la cognition mathématique, ou on a aussi le terme trouble logico-mathématique. Donc il y a 3 mots pour dire la même chose, dyscalculie, trouble de la cognition mathématique, trouble logico-mathématique. Alors quand on a ce type de signe d'appel, c'est de nouveau l'orthophoniste qu'il faut aller voir, ça fait partie de leurs compétences. Certaines ne le font pas, donc quand on prend contact, c'est important de demander si c'est un domaine qui est traité par l'orthophoniste que vous choisissez. Il y a de nouveau besoin d'une prescription médicale et comme tout à l'heure, vous pouvez trouver des informations complémentaires sur alloortho.com. Je vous remets le lien en dessous. Alors on poursuit parce que des difficultés, il y en a plein, les enfants sont en pleine évolution, ils ont des tonnes de choses à acquérir et il peut y avoir des petits grains de sable qui viennent se mettre dans les rouages à plein de niveaux différents. Il peut aussi donc y avoir des problèmes au niveau visuel. Donc les problèmes au niveau visuel, ça va se répercuter sur pas mal de matières. Donc je précise bien, quand je dis problème au niveau visuel, c'est pas simplement je vois pas bien, je mets des lunettes. On peut avoir des lunettes et continuer à avoir un problème de traitement visuel. Donc on va expliquer. Donc c'est par exemple des enfants qui ont des difficultés à se repérer dans les différents plans. Donc quand il faut qu'ils regardent au tableau, puis qu'ils regardent leurs feuilles, puis qu'ils regardent au tableau, puis qu'ils regardent l'affichage, etc., l'organisation du regard va être compliquée. Donc l'enfant peut dire « je vois pas bien au tableau, j'arrive pas avec ma feuille », qui se mélange un peu dans ses outils, qui a du mal à passer du support qui est sur le côté à son cahier, qui perd beaucoup de temps avec ses mouvements de tête.
On peut le voir aussi parce que ce sont des enfants qui peuvent sauter des lignes quand ils sont en train de lire ou sauter des mots quand il y a des sauts de lignes, des sauts de mots, ou qu'il a du mal à se repérer. Ça peut être un signe d'appel. Les difficultés à lire un tableau, donc comme dans les supports, il y a un tableau à double entrée, donc avec par exemple des couleurs de ce côté-là, des formes de ce côté-là, et il faut croiser et dessiner la forme avec la couleur. Alors c'est pas tant la consigne en soi, c'est la présentation, le fait de se repérer dans le tableau et de trouver l'intersection pour faire l'exercice peut être difficile. Ils peuvent se planter d'une case ou enfin voilà, ça peut les mettre en difficulté. Pareil quand ils sont plus grands au collège, notamment quand ils ont des manuels pour travailler, par exemple en histoire, où il y a un graphique, un texte, une illustration, une petite ampoule avec ne pas oublier, etc. Donc la page est très fournie, très riche, il y a beaucoup de choses. Et les enfants ont du mal à se repérer et ils ne savent plus où prendre des informations, ils se perdent. Ça peut être aussi quand il s'agit de poser les opérations en colonne, ça c'est plus en primaire, où il faut bien mettre les unités au-dessus des unités, les dizaines au-dessus des dizaines, les centaines au-dessus des centaines. On voit que ça reste compliqué, qu'ils se plantent entre la retenue qui était là et que gérer cet espace-là et ces données visuelles reste compliqué. En géométrie de nouveau, géométrie, copie de figure, sur les symétries, toutes ces données-là, ça peut poser aussi souci. Et puis, il peut y avoir des difficultés de repérage dans l'espace, donc un enfant qui a du mal à intérioriser la structure de son école, où sont les toilettes par rapport à sa classe, le chemin qu'il faut prendre pour trouver la sortie et aller en récré. Ou sur un plan, quand on a, alors on est là chez les plus grands, mais même un plan assez simple, un plan de la cour, un plan... quand ils font des courses d'orientation ou quoi, ça va rester des choses assez difficiles à traiter pour eux. C'est aussi des enfants qui ont des difficultés au niveau de la mémoire visuelle, donc à mémoriser par exemple l'orthographe des mots. À l'oreille, ils arriveront à dire ce qu'ils entendent, mais savoir que tel mot s'écrit avec telle lettre qu'on n'entend pas, ou que c'est tel en et pas tel autre en, quand il y a des difficultés de traitement visuel, on peut retrouver des difficultés d'orthographe lexicale. Et puis c'est aussi des enfants qui peuvent se plaindre de maux de tête en fin de journée, ou qui en fin de journée peuvent avoir un œil qui part légèrement vers l'extérieur, vers l'intérieur, voilà. Donc ça c'est plein de petits signes d'appel, des fois c'est des signes légers, donc c'est pareil, le pédiatre sera normalement en mesure de vous aiguiller s'il y a des choses de cet ordre-là. Donc ça peut être un problème visio-moteur ou un problème de perception visio-spatiale. Donc dans la sphère des 10, c'est une sorte particulière de dyspraxie qu'on appelle la dyspraxie visio-spatiale. Donc pour faire un petit peu la part des choses dans tout ça, il y a plusieurs spécialistes. Il y a l'orthoptiste. Donc l'orthoptiste, c'est un peu le kiné des yeux, c'est-à-dire que l'ophtalmo, il va regarder si l'image se forme nette sur la rétine. L'orthoptiste, lui, va avoir un champ de compétences plus large et il va pouvoir voir comment on se sert de nos yeux pour explorer ce qu'on a exploré visuellement, comment on arrive à faire travailler nos yeux ensemble pour viser loin ou pour viser tout près. Voilà, donc le champ de compétences est beaucoup plus large. Donc peut-être un bilan orthoptique ou de nouveau un bilan avec un psychomotricien ou un ergothérapeute qui eux vont aussi voir ce qu'on fait des signaux qu'on perçoit et comment on les organise. De nouveau, pour l'orthoptiste, il y a aussi besoin d'une prescription médicale. Enfin, dernier trouble, et pas des moindres, les difficultés d'attention et de concentration. Donc il y a aussi pas mal de parents qui voient que l'enfant, ça va pas si mal, ou alors il y a des difficultés, mais c'est pas franc, il n'y a pas un domaine qui est impacté en particulier, c'est assez large. Et on peut avoir des difficultés de concentration. Donc les difficultés de concentration, il y a un peu deux profils différents qui sont assez dissemblables, mais qui malgré tout ont un problème de concentration. Il y a soit les enfants plutôt calmes dans la lune, distraits, qui s'échappent, ils font pas de bruit, mais ils sont pas là, quoi. Ils sont dans leur univers à eux, ou alors ils sont là, et puis tout à coup, pouf, ils pensent à autre chose, mais ça se fait de façon silencieuse, un peu comme si c'était des absences finalement. Voilà, donc c'est des enfants qui ont besoin de rappeler.
Des enfants qui des fois font répéter quand on les rappelle, « quoi, tu me disais quoi ?» Voilà, des fois ils ont l'air un peu à côté de la plaque. On est en train de faire la leçon de conjugaison là, et puis il est en train de jouer avec son crayon par exemple. Voilà, et puis donc l'autre type de profil, ceux-là en général on les voit plus, c'est les enfants qui ont des problèmes d'attention mais qui sont plus sur un mode agité, qui sont dans un zapping permanent, qui ont toujours besoin de toucher, de triturer, qui pensent à ça et puis après ils laissent l'activité qui n'est pas encore finie, ils passent à une autre activité. Donc c'est aussi une forme d'inattention mais qui est beaucoup plus agitée. Voilà, donc c'est souvent des enfants qui sont impulsifs, qui foncent tête baissée, on leur dit quelque chose, pouf, ils y vont, ils réfléchissent pas, ils planifient pas, ils se disent pas je vais d'abord faire comme ça et ensuite comme ça, ils y vont. C'est des enfants qui souvent passent mal à l'école parce qu'ils sont taxés d'insolents, etc. du fait de leur impulsivité, qui peuvent couper la parole, qui peuvent commencer avant la fin de l'énoncé, qui peuvent répondre à voix haute sans lever la main, il y a vraiment cette impulsivité quoi. On peut avoir comme signe aussi un enfant qui oublie régulièrement ses affaires à l'école ou à la maison. Des enfants qui sont souvent désorganisés, brouillons. On leur dit quelque chose et puis, ou alors on leur dit tiens tu vas monter, tu iras chercher ton bonnet, tes gants et puis tu redescendras mettre ça dans l'entrée. Et puis ils partent et puis une fois arrivés en haut, il y avait mon bonnet et puis tu m'avais dit quoi d'autre ? Quand ils posent la question, parce que sinon ils montent, ils vont chercher le bonnet, ils redescendent. Et tes gants ? Ah oui, mes gants. Hop, ils montent, ils vont chercher les gants, ils descendent. Et puis je t'avais dit, ah oui, il faut que je les mette dans l'entrée. Voilà, donc le fait de retenir les choses, d'organiser, de planifier ce qu'on doit faire, c'est compliqué. Et donc voilà, c'est des enfants qui savent pas des fois comment s'y prendre, qui partent dans tous les sens, ou ils commencent comme ça, ah ça marche pas, bon attends, on essaye comme ça, ah mince, c'est pas tout... voilà, au lieu de prendre le temps et de planifier, ils partent dans tous les sens. Donc quand on a ce genre de profil, ça peut être un enfant qui a un déficit d'attention. Donc ça peut être soit un trouble d'attention primaire, ce qu'on appelle les TDAH, troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ou ça peut être des difficultés attentionnelles réactionnelles. C'est-à-dire que quand on a des difficultés, par exemple en maths ou en français, ça nous prend tellement d'énergie et d'attention de faire les choses qu'il y a un moment où on n'a plus de... Enfin, l'attention, elle s'épuise et que du coup, on n'est plus là, quoi. On a mis toute notre attention sur un truc et on n'a plus de ressources pour gérer les autres. Donc pour faire un peu la part des choses, dans ce cas-là, la personne qu'il faut aller voir, c'est un neuropsychologue, ou des fois, certains psychologues peuvent aussi être formés, ça dépend un peu des régions dans lesquelles vous êtes. Et ces psychologues ou neuropsychologues peuvent proposer un bilan des fonctions exécutives et un bilan de l'attention. Et ce qui est important aussi quand il y a des difficultés d'attention et de concentration, c'est que certaines fois il est nécessaire de faire d'autres bilans pour affiner les matières fragiles. Si par exemple c'est un enfant qui a des problèmes d'attention mais qui a particulièrement de la difficulté en lecture par rapport aux autres matières, peut-être qu'il faudra faire le bilan avec l'orthophoniste. Ou si c'est un enfant qui a des problèmes d'attention mais qui est surtout maladroit, peut-être qu'il faudra aussi compléter par le bilan ergo. Donc voilà. Là vous avez à peu près toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des apprentissages des enfants. Donc si on récapitule, quand il y a un problème de langage oral ou de lecture ou d'écriture ou des difficultés importantes en maths, c'est l'orthophoniste. Quand il y a des problèmes au niveau de la motricité, qu'on a un enfant qui a du mal à faire du toboggan, de la trottinette, du vélo, ou qui est maladroit, ou un enfant qui a du mal à orienter son regard ou à se repérer dans les différents plans, ou à s'orienter dans l'espace, dans ce cas-là, on va voir ergothérapeute, psychomotricien. Et quand c'est plus effectivement au niveau visuel qu'on a les signes d'appel, orthoptiste. Bon, ophtalmo évidemment, mais orthoptiste aussi. Et puis, quand c'est vraiment des signes d'appel plus au niveau attentionnel, dans ce cas-là, ce sera plutôt neuropsychologue ou psychologue. Alors, il y a plusieurs points de vigilance. Déjà, un enfant, c'est un être en construction, donc rien n'est figé. C'est pas parce qu'un jour il a des difficultés là que ça va être tout le temps comme ça. Chacun a son rythme d'évolution propre. Et il ne faut pas tout étiqueter comme un trouble, c'est-à-dire que des fois on est plus avancé dans un domaine qu'un autre, sauf que l'école nous demande d'être avancé un peu pareil partout, donc tout n'est pas à étiqueter en tant que trouble.
Et puis il faut être aussi vigilant aux expériences qu'on propose à nos enfants, parce que c'est en faisant qu'on apprend à faire. Si par exemple un enfant n'a jamais été stimulé au niveau de la lecture, qu'on lui a pas lu d'histoire à la maison, ou qu'il n'y a pas de livre à la maison, qu'il ne voit pas lire, et que du coup il ne lit qu'à l'école ce qu'on lui demande à l'école, il aura forcément un niveau de lecture un petit peu inférieur à ses camarades qui peuvent aussi lire à la maison. Parce que c'est comme la gym, quoi. C'est pas un muscle, mais ça se muscle quand même en s'entraînant. De la même façon, un enfant qui est particulièrement maladroit, si à la maison il est très passif, qu'il passe beaucoup de temps devant la télé, sur les écrans, qu'il n'a pas l'occasion d'expérimenter les toboggans, les balles rebondissantes, le jeu de ballon, etc., il ne peut pas développer ces compétences-là sans avoir fait, quoi. Donc c'est important pour les parents et puis les éducateurs, tout le monde, de proposer aux enfants des expériences les plus variées possibles pour qu'ils puissent développer leurs différentes compétences. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo sur quel jeu on peut proposer aux enfants pour développer quelles compétences. Voilà, je vous propose de cliquer en dessous pour vous abonner si vous voulez avoir la suite des vidéos. Et puis pour finir sur quel professionnel pour quelle difficulté, il y a un super outil qui a été fait par un neuropsychologue qui travaille dans un service pour les troubles spécifiques du langage et des apprentissages à Nice, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Identidis. Donc pareil, je vous mets le lien en dessous et ça permet de faire un petit peu un point de dépistage en fonction du profil de l'enfant et de voir si on est plus dans quelque chose de léger ou quelque chose où il y a besoin de creuser, d'aller voir vraiment un professionnel pour faire le point sur la difficulté de notre enfant. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai dès que possible. Et puis à la prochaine.